a pris le ferry depuis la Grèce pour aller en Italie. La traversée a duré 8 heures, mais on ne s'est pas rendu compte parce qu'on a rencontré des super copains. C'était trop cool de jouer au cache-cache dans le ferry. On a débarqué à Brindisi, puis on a visité les endroits magnifiques dans les Pouilles, en Basilicate, en Calabre et en Sicile. Ensuite, on a beaucoup roulé pour rejoindre le nord de l'Italie, mais on s'est encore arrêté à Pompéi et en Toscane. Le premier endroit que l'on a visité, c'est Ostuni. Elle est surnommée la ville blanche car ses maisons sont recouvertes de chaux. La chaux est une poudre blanche fabriquée en cuisant des pierres calcaires à très haute température, un peu comme pour cuire une céramique. Une fois mélangée à de l'eau, cela se transforme en une pâte blanche. Cette technique était déjà utilisée dans l'Antiquité. Au Moyen-Âge, elle était utilisée pour désinfecter les maisons après les épidémies de peste. Aujourd'hui, la tradition de recouvrir les maisons de chaux a été gardée dans de nombreux endroits en Italie du Sud, en Espagne et au Portugal notamment. Il faut toujours mettre des lunettes à soleil. Dans la région des Pouilles, il y a de nombreuses villes ou villages blancs. Nous avons visité la ville d'Alberobello. C'est une ville particulière puisqu'elle contient des maisons rondes appelées trulli. Au XVIe siècle, il y avait une loi qui obligeait le paiement d'une taxe pour chaque nouveau village fondé. Pour éviter de payer cette taxe, les paysans qui sont venus s'installer ici pour pouvoir y cultiver les sols ont dû construire leurs maisons avec des pierres sèches sans utiliser de mortier. Pour les rendre plus jolies, le toit se terminait souvent par un symbole de différentes formes. Certains ont aussi peint des symboles sur le toit, souvent avec une signification religieuse ou bien représentant un signe du zodiaque. On a adoré cette ville, très animée et pleine de charme. Même les chiens, ils adorent cette ville. Ensuite, on a été à Polignano à Mare, où on a retrouvé nos copains belges qu'on avait rencontrés sur le ferry. C'est aussi ça la magie du voyage, rencontrer des gens avec qui on s'entend très vite puisqu'on a la même envie de découvrir le monde. Ensemble, on a visité Polignano a Mare, qui est une ville qui est construite sur des hautes falaises calcaires. La ville accueille chaque année une compétition de plongée qui attire beaucoup de monde. Nous, on s'est promenés dans la ville et on a goûté à notre première pizza italienne avec les copains. Le lendemain, toujours avec les copains, on a quitté les Pouilles pour visiter Matera. C'est aussi une ville très connue du sud de l'Italie. C'est une ville troglodyte, c'est-à-dire qu'elle a été construite dans les falaises. Les habitants ont été forcés d'abandonner leur habitation dans les années 1950 car ils vivaient dans des conditions très difficiles. Il n'y avait pas d'électricité par exemple, et ils étaient nombreux à vivre dans de très petits espaces. Tout cela risquait de propager des épidémies. Au moment où ils ont dû partir, il y avait 15 000 habitants dans la ville et les familles avaient en moyenne 6 enfants. Les maisons dans lesquelles ils habitaient s'appelaient des sassi, ce qui signifie maison de pierre. On s'est promené dans la ville, mais aussi juste en face pour pouvoir la voir de loin. On a vu qu'il y avait de nombreuses petites grottes qui étaient déjà utilisées au néolithique. Aujourd'hui, certains sassi ont été rénovés et sont maintenant utilisés comme galeries d'art, boutiques ou cafés. Une ville plus moderne a été construite juste à côté. On a goûté des bonnes heures aussi. C'était trop bon. Et on vous confirme aussi que les glaces italiennes, c'est trop bon. Après ça, on a trouvé un chouette endroit où passer une dernière soirée avec les amis belges. Le lendemain, on leur a dit au revoir. On a fait une pause pour visiter la forteresse de La Castella. Elle se situe dans une petite péninsule dans la mer Ionienne. Après une tempête en 1970, un mur datant du IIIe siècle avant Jésus-Christ a été découvert sous cette forteresse. Après une nuit au bord de la mer et un peu d'école, avec les moyens du bord,
on a repris la route. On s'est arrêté dans le village fantôme de Ponte de Datil. Ce village a été abandonné dans les années 1960 suite à une menace d'effondrement du rocher qui le surplombe. C'était vraiment impressionnant de visiter ce village sans croiser personne. En plus, de gros nuages noirs et un orage sont arrivés à ce moment. On a dû nous réfugier sous un abri le temps que cela passe. Le soleil est vite revenu et on a pu continuer la visite. De là-haut, on avait une superbe vue. On a dormi à Reggio Calabria, juste en face de la Sicile. Le lendemain matin, c'est avec un magnifique arc-en-ciel que nous embarquons sur un ferry qui nous emmène en 20 minutes sur l'île. On s'est arrêté à Taormina pour commencer. C'est une ville perchée qui contient un magnifique jardin botanique et une vue incroyable sur la mer. On a poursuivi notre route et on a visité les gorges de l'Alcantara. On a d'abord traversé un magnifique jardin, puis on a découvert les gorges d'en haut. Ce sont des gorges qui peuvent atteindre 25 mètres de haut et 2 mètres de large dans les points les plus étroits. Le canyon naturel a été creusé pendant des milliers d'années par les eaux de l'Alcantara, qui ont progressivement érodé la lave basaltique solidifiée en formant des fissures verticales. C'est vraiment beau à voir, comme si la nature avait décidé de faire de l'art en sculptant la roche de cette manière. La tentation est très grande, alors nous décidons de prolonger notre visite en descendant dans les gorges où nous pique-niquons au bord du fleuve que nous traversons. D'habitude, il y a beaucoup de monde ici, mais nous avons la chance de voyager hors saison et d'avoir cet endroit pour nous seuls pendant plus d'1 heure. Ensuite, on s'est dirigé vers l'Etna, un volcan situé à l'est de la Sicile qui est, avec le Stromboli, le plus actif d'Europe. Il est le type effusif car il crache des laves fluides contenant des roches, mais sans explosion. C'est un stratovolcan, ce qui signifie que son cône est formé par des couches de lave successives. Il mesure 3357 mètres environ car il prend de la hauteur à chaque fois qu'il s'active avec la lave qui s'accumule. Il a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2013 pour protéger la faune, la flore et les paysages uniques de ce volcan. Sur l'Etna, on peut trouver des oliviers et des vignes. Le début de son activité date d'environ 300 000 ans. Il a eu environ 100 éruptions au cours du XXe siècle, pas pendant qu'on était là-bas, heureusement. Nous, on a marché des deux côtés de l'Etna en allant d'abord sur le mont Sartorius, une zone au nord de l'Etna, encore loin du sommet, mais où l'on marche sur des pierres volcaniques noires. Le lendemain, nous sommes allés au cratère Silvestri. Ce sont 7 cratères issus d'une fissure ouverte le 9 juillet 1892. Là-bas, les paysages sont différents. On avait l'impression de marcher sur la Lune. Les pierres de lave sont multicolores et les paysages ressemblent à des peintures. On se sentait tout minuscule et libre en même temps. On a poursuivi notre tour de la Sicile en visitant Syracuse. C'est une ville où il y a un grand marché et des ruines romaines. C'est là qu'est né Archimède en 287 avant Jésus-Christ. On a appris que c'était un grand scientifique grec parce qu'à cette époque, la Sicile était grecque. Archimède a étudié des choses comme les centres de gravité ou la longueur que doit avoir un levier pour soulever un poids. Il a également mis au point un système pour faire monter l'eau vers un point situé plus haut.
Ce système a été surnommé Vis d'Archimède en son honneur. C'est aussi de lui que vient la célèbre citation Eureka, ce qui veut dire « j'ai trouvé » en grec, qu'il prononça lorsqu'il comprit le principe de la poussée d'Archimède, la force qui s'applique sur les objets lorsqu'ils sont dans un liquide. À Syracuse, on a goûté aux figues de Barbarie, le fruit des cactus. On a trouvé les pizzas et les cannolis bien meilleurs. On a eu de la chance avec la météo en Sicile. Du coup, on a pu faire une belle promenade et voir encore une fois des flammes roses. On a repris la route et on a visité un lieu très impressionnant. Il s'agit de la Villa Romana del Casale. C'est une immense maison de campagne qui date du 3 au 4e siècle. Les historiens pensent qu'elle appartenait à un sénateur ou un gouverneur de Rome. C'est l'une des villas romaines les plus prestigieuses retrouvées. On y trouve plus de 3000 mètres carrés de mosaïques très bien conservées qui représentent les scènes de la vie romaine. Ils étaient forts pour mettre tous ces cailloux, ces Romains. Après toutes ces visites, ça faisait bien de courir sur la plage. On découvre ensuite la vallée des temples de l'ancienne ville Akragas, qui s'appelle maintenant Agrigento. Cette ville a été fondée en 580 avant Jésus-Christ et elle a été en partie détruite avant d'être restaurée par les Romains. Il a fait 30 degrés ce jour-là. C'était la journée la plus chaude de notre voyage. On s'est ensuite arrêté pour voir une curiosité de la région qui s'appelle Scala dei Turchi, qui signifie l'escalier des Turcs, car les pirates turcs y trouvaient autrefois refuge. C'est une falaise de marne qui est une roche calcaire argileuse. Cette roche est naturellement sculptée en palier, ce qui lui donne la forme d'un escalier tout blanc. Ensuite, on a visité d'autres petites villes de Sicile comme Erice ou Trapani, connues pour ses salines et son port de pêche. Et on pouvait directement acheter le poisson sur le bateau des pêcheurs. Avant de quitter la Sicile, on a encore passé un peu de temps à San Vito del Capo, qui est réputé pour son eau turquoise. On a profité du sable, du soleil et de la plage une dernière fois en Italie. On a visité la ville de Cefalù rapidement parce qu'il pleuvait. La Sicile nous a dit au revoir, comme à notre arrivée, avec un bel arc-en-ciel, avant que nous reprenions le ferry. De retour sur le continent, on a pu voir le volcan Stromboli au loin, qui se situe sur une île. Puis, on s'est arrêté à Sia et ensuite à Tropea. Les maisons y sont construites depuis l'Antiquité sur des falaises. De là-haut, on a une vue incroyable sur la mer et sur l'église byzantine Santa Maria dell'Isola qui est perchée sur un rocher. Notre étape suivante a été Pizzo, une autre ville perchée que nous avons rejoint avec motivation puisqu'on savait qu'on pourrait y déguster la spécialité, el tartufo de Pizzo.
Il s'agit d'une boule de glace noisette fourrée au chocolat et roulée dans du cacao. On a aussi visité le château de Murat. Il est célèbre pour être le lieu d'exécution de Joachim Murat, roi de Naples et beau-frère de Napoléon. On a ensuite repris la route, fait un dernier arrêt dans le joli village de Morano Carabro où nous avons fait une halte pour la nuit. Le lendemain, on a fait la route jusqu'à Pompéi. En arrivant, on a pu voir le Vésuve. Au loin, c'est à cause de ce volcan que différentes villes, dont celle de Pompéi, ont été ensevelies par les cendres après son éruption en 79. C'est l'un des volcans les plus dangereux du monde car il est du type explosif. Nous avons été fascinés par le travail des archéologues qui le fouillent depuis 1748. Ils ont déjà fait un travail incroyable pour sortir cette ville ensevelie sous les cendres. Grâce à leur travail, les historiens ont compris comment vivaient les Romains. On a pu voir beaucoup de choses lors de cette visite. On s'est promené dans la ville et on a compris que les Romains avaient construit des routes et des passages piétons. On a vu les traces des charrettes sur la route. On a pu visiter différentes maisons. Mais aussi des amphithéâtres et des théâtres. On a aussi vu une taverne, des temples et des bains thermaux. On a encore pu voir leurs fours à pain, leurs ustensiles de cuisine, des amphores, des fresques et des mosaïques impressionnantes. Les archéologues ont même eu l'idée de faire des moulages dans la lave figée. Ceci a montré dans quelle position étaient les victimes de l'éruption de 79. Avant de quitter Pompéi, on a changé nos pneus qui devenaient bien usés. Puis, on a repris la route direction la Toscane. La température s'est rafraîchie, mais cela ne nous a pas empêchés de nous baigner dans les bains de San Filippo. C'est un lieu magique où coule une rivière thermale en forêt. L'eau est turquoise et chaude. Il y a une spectaculaire cascade calcaire blanche nommée Balena Bianca. L'eau sort d'une source à 48 degrés. Une fois arrivée dans les bassins, elle est à 38 degrés environ. Il fait 5 degrés dehors, alors c'était vraiment agréable de s'y baigner. Par contre, il a fallu du courage pour ressortir. On a ensuite flâné à Montepulciano, une ville médiévale connue pour son vin et son architecture. La dernière ville dans laquelle nous nous sommes arrêtés est celle de Sienne. Elle est célèbre pour son architecture ainsi que des courses de chevaux qui ont lieu 2 fois par an en pleine ville. On a été chez des gens qui fabriquaient de l'huile d'olive et on a même goûté au déjeuner. Et en Italie, on a goûté encore plein de choses encore, comme les panettone ou les arancini, c'est des boulettes de riz farci. On a mis des décorations de Noël.